peu frais, non? Attends, je sors une couverture de mon gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'avais ma feuille. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on mène plusieurs enquêtes en même temps. Aïe, compagnons Zéphiria les grands poils. Aïe. Aïe. Bienvenue dans ce 35e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue le tome 5 de La Tour Sombre, Les Loups de la Kella. On continue la partie 2, Contes et Récits, et on lit les chapitres 4 à 7. Mais d'abord, comme d'habitude, on commence avec quelques commentaires, et je les ai pas tous relevés, je les ai envoyés à mes comparses. On a finalement eu pas mal de commentaires qui disaient à Zef que ces résumés étaient bien. Ça avait été un peu le fil rouge. C'est vrai. Merci à vous. Et du coup, j'ai fait pire ce mois-ci. Je crois que c'est la bonne réaction. On a hâte. Et on a deux autres commentaires. Un de Jennifer Bourrez qui nous dit qu'elle est déçue que la mention des régulateurs n'a rien à voir avec le livre. En effet. Et c'est... je sais plus si on avait parlé du fait qu'en VO, les régulateurs du livre Les Régulateurs et les régulateurs du coup Insomnie et de La Tour Sombre avaient le même nom ou pas en VO. Je sais plus si on en avait parlé. Je crois qu'on ne savait pas encore. On n'avait pas vérifié. On savait pas. Parce que la VO du roman, c'est The Regulators, ça c'est sûr. Faudrait qu'on aille checker les VO des bouquins. Si on y pense, on le fera pour la prochaine fois. C'est tome 4, du coup. T'avoue que je sais plus. Bon, on cherchera si... Ouais, oui, oui. Va... Non, mais on peut regarder dans le... Attends, j'ai le concordance... Vous avez pas le concordance anglais à portée de main, là? Ouais, merci. Garda Jonas. Regulators, The Dark Tower Wiki... Est-ce que eux aussi, ils ont copié concordance Regulators, dans les loups de la Kalla. On trouve le terme Regulators en référence au crapule de bas étage, ou Cantoy. Voilà, voilà. Donc c'est bien Regulators aussi en anglais. C'est bien ça. Ouais, bien joué. Et on a un commentaire de Elodie Faccio sur notre épisode 34, donc le précédent épisode, qui nous dit « Bonjour tout le monde, j'ai lu Salem adolescente, il y a entre 25 et 30 ans je pense, et j'avais été très marquée par le destin du père Callahan. Je trouvais son sort complètement injuste pour un moment de doute après tout ce qu'il avait fait et subi. Je m'étais toujours dit que si un jour je rencontrais Stephen King, ma question serait si vous pouviez, changeriez-vous les destins d'un de vos personnages et pourquoi Callahan en particulier ?» J'espère qu'elle n'a pas été déçue. Après, elle explique qu'elle s'est mise à lire La Tour Sombre il y a 2 ou 3 ans et qu'elle a suivi notre podcast à ce moment-là, tout ça. Moi, du coup, ça m'a éveillé une question pour vous. Si vous pouviez poser une seule question à Stephen King, laquelle ce serait? Est-ce qu'elle serait en rapport avec La Tour Sombre? Je vous prends un peu à chaud. D'habitude, je vous envoie les commentaires et tout, mais là, je vous ai pas posé la question avant. Mais moi, je sais pas en réalité. Évidemment que je me suis déjà posé la question. Aucune idée. Une question. Bon, en vrai, je pense que je poserai la question de qu'est-ce que c'est La Tour Sombre, en fait? Vraiment? Qu'est-ce qu'il a, lui, derrière la tête quand il pense à ça, tu vois? Comment ça? Bah, en fait, on n'a pas la réponse de ce qu'il y a en haut de la tour, tu vois, par exemple. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien en haut de la tour? Est-ce que c'est Dieu, le cas? Tout ça. Et du coup, je pense que c'est plus ça sur lequel j'irais. Ou poser la question de qui est vraiment RF. Oui. Sa vraie histoire, quoi. Moi, je pense que j'irais plutôt sur Randall Flagg. Ouais. Parce que je me reposais la question avec Mimi, on fait des débriefs de Bienvenue à Derry. Et hier, là on enregistre, mais sur le débrief de l'épisode 7, du coup de la première saison, on parlait d'une référence qu'il y a à La Tempête du siècle. Et donc elle connaissait pas La Tempête du siècle et j'expliquais un peu l'histoire et je disais il y a quand même un doute sur le fait que ce soit Randall Flagg parce qu'il lui ressemble à tout point de vue, mais il y a quand même la notion qu'il a besoin d'un descendant à qui passer son savoir et ses pouvoirs. Et c'est un truc un peu inédit dans le Randall Flagg universe de se dire c'est pas tout le temps la même personne et peut-être qu'il se transvase d'une personne à une autre. Et on avait eu un peu une théorie de cet ordre-là dans un des premiers épisodes, je crois, du podcast que tu avais amené, Zef. Et mais c'est tout. Et donc du coup, oui, j'avoue, essayer d'avoir ou qu'il ait en tête des occurrences de Randall Flagg qu'on n'aurait vraiment pas du tout vu dans certaines histoires. Ça pourrait être intéressant. Il y a des RF cachés. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours une question sur à quel point ces références sont dans son premier jet de façon complètement spontanée, parce qu'en fait, il explique quand il écrit qu'il est un peu comme un médium qui reçoit un message et qui se contente de l'écrire au fur et à mesure où il l'entend. Et donc, à quel point les références sont spontanées, ou à quel point, ou est-ce qu'il y réfléchit quand il les écrit, il les a, ou est-ce que quand il relit, il réécrit, il les intègre, ou est-ce qu'il se dit ah tiens là j'ai fait une référence, je m'en étais pas rendu compte. J'ai en fait essayé de comprendre un peu comment vivent les histoires dans sa tête et quand il en sort une, comment elle se connecte naturellement ou pas aux autres. Ouais, je comprends. De mémoire, il avait quand même tendance à dire
je veux pas dire qu'il se relit pas, qu'il réécrit pas trop, donc je serais quand même plutôt pour des occurrences naturelles au fil de l'eau et pas des choses que lui va rajouter spécialement. Ou alors au moment où il écrit, il se dit tiens, là, faudrait que je mette, là, je peux faire une ref. Hop. Oui, parce que tu vois, par exemple, Holly Gibney, qui est quand même le personnage, j'allais dire qu'on se coltine, mais je sais que mon avis est partagé par beaucoup de monde. Je suis pas hyper fan de Holly Gibney, et pourtant il y a des romans avec elle que j'ai adoré, mais en fait, il explique dans ses interviews, là, il va sortir, il est déjà à 6 ou 7 livres avec elle, il explique dans des interviews qu'à la base, elle n'était pas censée rester, et qu'elle s'est un peu imposée à lui. Donc en effet, il y a moyen que tout fonctionne un peu comme ça. Très bien, après cette habile transition, est-ce que nous avons... Du coup, j'ai hâte d'entendre le résumé de l'épisode précédent. Absolument. Alors, arrivée, Kala, présentation, prêtre, histoire. Merci. Yes. Après une arrivée en trombe dans la Kala, la cathète se présente comme le cathète de 19 où chacun des membres fait sa petite révérence, même ceux à 4 pattes. Oui. Et Roland nous fait une danse de tous les diables et tente de choper de la nana du coin. Oh wow. C'est pas qui tente. Ouais, en vrai, j'ai hésité sur ça en me disant c'est plus elle qui essaie de le choper. J'allais dire elle le chope, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Ils y sont pas encore. Oui, non mais... mais c'est plus elle qui essaie de le choper. Ouais. En même temps, un pistolero, c'est pas tous les jours. Avec son gros pistolet. Tandis que le prêtre du coin nous offre sa plus belle histoire. Où j'ai hésité à dire sa plus belle confession. J'aurais dû dire confession. Oh, je m'en veux. Celle-là. Ouais, sa plus belle histoire, je suis pas sûr que ce soit une belle histoire. Hein. Bah si, c'est une belle histoire. Ça veut pas dire que c'est une histoire qui est bien, enfin qui est positive. C'est une belle histoire. Waouh, ouais, je sais pas. Bah, Orphée qui tente d'aller chercher sa belle en enfer et qui perd, c'est une belle histoire. Ça finit pas bien. Oui. C'est une belle histoire d'amour, mais ça veut pas dire que ça finit bien. Non, je suis d'accord sur le côté, une belle histoire, c'est pas forcément quelque chose d'heureux ou qui finit bien. Ça, ouais bien sûr. Amy n'est pas d'accord. Marie de ça se voit à son regard. Belle histoire. Non. Oui, le 7 Marie d'Evenego, c'est une belle histoire. Oui, t'as raison. Voilà. T'as raison. C'est QFD. Oui, c'est pas parce que c'est tragique que c'est pas beau, mais du coup, je me dis le pauvre, parce qu'en fait, c'est le côté sa plus belle histoire, et de se dire que sa plus belle histoire, c'est un truc triste, ça me rend encore plus triste pour lui, tu vois. C'est ça, en fait, surtout. Malheureusement, c'est un personnage triste. C'est un personnage triste. Ouais. En fait, c'est un personnage qui réussit rien, en fait, ça qui est triste. Parce qu'il pourrait, c'est une belle histoire, mais j'aimerais que sa plus belle histoire, ça soit pas une histoire triste. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'était plutôt ça. Parfois, les plus belles histoires sont les plus tragiques. Bah, souvent, malheureusement. Mais parce qu'on a une certaine appétence pour la tragédie, je pense. Oui, on aime ça quand les gens sont tristes. Oui, c'est pas nous qui sommes tristes. Ah oui. Oui. Qui souffrent, parce que c'est pas nous qui souffrons. Oui. Très bien, merci. Donc, nous passons toujours à la deuxième partie qui s'appelle Contes et récits. Nous sommes au chapitre 4, qui s'appelle Suite du récit du prêtre, entre parenthèses, autoroutes occultes. Donc Callan continue son récit dans un temps qui ne perd pas de tout raconter. Non, dans un temps qui ne permet pas de tout raconter, mais qui permet de tout faire entendre quand même grâce au kef. Et donc, on comprend que ça signifie que leurs destins sont réunis. Ils font partie du même cathète pour le meilleur et pour le pire. On nous sous-entend même que s'ils repartent de la Kala, ce sera avec lui à leur côté. Ouais, j'aime toujours cette histoire. Enfin, j'aime toujours quand ils font référence au cas et que ça devait arriver, donc ça arrive. C'est toujours a posteriori, hein, donc c'est simple. Mais ils se rendent compte là qu'ils devaient arriver là pour entendre l'histoire du prêtre, pour comprendre plein de choses. Et je trouve ça toujours amusant de dire c'est le cas, fallait que ça arrive. Je trouve ça fort en fait. Et je le dis à mes collègues de temps en temps quand il y a des trucs qui arrivent et qui devaient arriver, je fais c'est le cas. Et ils comprennent ou pas? Absolument pas. Pourtant, tu as dû leur parler de la tour sombre plus d'une fois, mais ils n'ont pas encore la notion de cas. C'est délicat d'expliquer sans partir dans des envolées lyriques. Petit point, je sais pas si c'est mon livre numérique qui est tout pourri ou si c'était dans l'édition du livre pareil. Il y a marqué dans le tout premier point, et si on laissait de côté le shirting. Oui, je l'ai dans ma version numérique aussi. On l'avait déjà eu, ouais. Donc déjà, il me semblait bien qu'on l'avait déjà eu en plus. Donc déjà, il se plante en mettant le Shining alors que c'est The Touch, et en plus, il l'orthographie n'importe quoi. Enfin, dans la version papier, c'est la bonne version, parce que je suis allé vérifier aussi, parce que j'ai vu shirting dans la version numérique. Mais il y a une autre coquille de dialogue plus tard, où c'est la même personne qui parle et ils font une ligne de dialogue comme si c'est une autre personne qui répondait. C'est marrant.
Moi, j'ai envoyé un message très énervé à l'un d'entre vous. Parce que j'écoutais le livre audio en même temps. Et je vois marqué Shirting. Et je me dis, ça doit être un nouveau truc, tu vois. Et j'entends le lecteur audio qui dit Shining. Et du coup, j'ai fait un pavé en mode, il saoule, il invente des mots, exactement, c'est passé. Shining, c'est touch, et là, il est marqué Shirting, machin et tout. Et je me rends compte en l'écrivant qu'il y a peut-être quelque chose quand même. Et je vais chercher dans ma version papier. Et je vois Shining. Je fais, bon, bah c'est bon, je regarde ici. C'est ok. Et j'aime bien parce que juste après, Callahan dit vous connaissez cette expression, tu n'es plus au Kansas, Toto demande Callahan. Oui, disons que cette expression nous dit vaguement quelque chose, répondit Susanna avec un gros sec. Vraiment, oui, je vois, c'est le cas, rien qu'à la tête que vous faites. Peut-être un jour me raconterez-vous votre histoire vous aussi. J'ai comme l'idée que la mienne me fera honte à côté. Alors, je pense pas déjà. Et deux, je me dis en fait que Callahan, il sait déjà qu'il sera jamais un pistolero. C'est la façon dont je le dis. Bah, j'aurais honte de mon histoire. Bah oui, ça ne sera pas aussi belle que celle des pistoleros. C'est vrai que ça fait moins longtemps qu'ils sont là, mais ils ont vécu quand même beaucoup de choses. Hein. Si on revoit le Palais du Magicien d'Oz, Lude, les sous-sols, Blaine, tout ça, c'est costaud quand même les dernières semaines. Ouais, en vrai... Plus Roland, sa propre histoire. Susanna, qui était d'état au d'état après avoir pris une pierre sur la tête, on lui a coupé les jambes, machin. Eddie, qui était quand même... Ouais, Eddie, qui était pas... oui, par contre, tu parles de toute leur vie. Oui, ils ont des histoires... Oui, que ce soit... Oui, c'est vrai qu'au début, je disais, vu qu'ils sont là depuis plus longtemps, mais je pars du principe que Callahan, là, son histoire, c'était avant, et ils étaient bien gratinés eux aussi avant. Après, Jake, il est plus petit, donc il a quand même moins vécu, mais il était bien parti pour avoir une histoire bien gratinée aussi. Il est déjà mort, hein. Il est déjà mort, c'est vrai. 2 fois. Il est en avance sur tout le monde. Callahan, jusqu'à Salem, c'est une vie plutôt classique. Après, on peut pas dire que depuis Salem, il n'est pas vécu... il a vécu... Oui, c'est un homme alcoolique de son époque, quoi. Je trouve qu'en concentré sur l'autoroute occulte et juste un peu avant l'autoroute occulte, je pense que sa vie, elle est vraiment plus dramatique que tout le reste réuni, quoi. Ah, franchement, Roland Mégis... Oh, les gars, il dort sur des bancs, il se fait chasser par des vampires, par les ignobles. Il passe longtemps en plus en errance. Alcoolique, drogué. Tu vois, en fait, il vit seul vraiment toute sa vie. Tu vois, autant Roland, on peut penser qu'il est seul. Autant il a eu un casse-tête, il a eu une belle famille, enfin une famille riche qui, tu vois, je veux pas faire, pas rentrer dans le côté politique de droite, mais quand même, Roland, il vient quand même d'une belle famille de droite, bobo, bobo comme il faut, quoi. Donc, je me dis, ok, bon, il a perdu l'amour de sa vie, bon, il a jamais vraiment été en danger de mort, il a jamais connu ni le froid ni la faim. Oui, et même, tu vois, sur la solitude, Roland, Roland, il a ce truc où la solitude, presque il l'embrasse parce qu'il se dit, c'est mon destin de pistolero d'être le dernier, de pas être compris, machin. Donc, il l'a subi moins dans l'idée, quand même, il peut sans doute se sentir seul à certains moments. Et je pense que ça fait partie intrinsèque de la vision qu'il a du pistolero, qui doit se sacrifier tout le monde est mort à cause de moi, et je culpabilise et machin, truc, ça fait partie de son personnage. Oui, complètement. Et alors, il a été entraîné pour ça, hein. Enfin, faut pas non plus déconner. Alors, son enfance est dure sur l'entraînement, je dis pas, mais il a été entraîné pour ça avec des parents aimants. Je mets des guillemets un peu là-dessus. Enfin, Callahan, franchement, depuis qu'il part, enfin, depuis Salem, je trouve que sa vie, c'est de la merde en barre, quoi. Franchement, il se brosse les dents avec un tube à merde, quoi. Genre, c'est l'enfer. Quelle image. Je voulais dire de la merde en tube, et quand on dit ça, je pense à un tube de brosse à dents, mais c'est de la merde. Et du coup, je me dis, c'est un peu l'image, quoi. Mais non, je trouve ça difficile, et c'est surtout dans notre époque, tu vois, mais pardon, je mets un point là-dessus, mais je trouve que il vit une vraie vie de SDF à notre époque. Enfin, je dis pas que c'est plus dur que ça aurait pu être avant, mais putain, pas simple, quoi. Tu vois, t'es vraiment en total décalage avec ta société qui doit offrir tout le confort assez simplement. En fait, c'est des droits simples qu'on devrait tous avoir. Avoir le droit à avoir un toit sous la tête, des soins, du chauffage et de quoi se nourrir naturellement. Enfin, ça devrait pas être aussi difficile à avoir, en fait. Et tu vois, ça rend le truc vraiment difficile, je trouve, à vivre pour lui. Et le seul espoir de petit bonheur qu'il peut y avoir en trouvant l'amour, en fait, c'est un vampire de bas étage qui lui prend, et il perd tout là-dessus. Et vraiment, c'est l'enfer. Je trouve être damné par... comment il s'appelle, le vampire de Salem, j'ai oublié. Barlow. Par Barlow, c'est vraiment l'enfer, quoi.
C'est vraiment l'enfer. Oui, complètement. Voilà. Donc, il s'avance sur la passerelle de l'Hudson et trouve un journal dont les infos sont tellement absurdes qu'il pense devenir fou. Il voit des véhicules qu'il n'a jamais vus non plus circuler sur la route. Il s'auto-persuade comme il peut qu'il n'est pas fou au fur et à mesure qu'il comprend. Et instinctivement, il comprend qu'il se trouve sur une autoroute qui permet de voyager entre des versions différentes de son propre monde. Pardon, je faisais une blague sur Spyro Agnew, mais du coup, elle est peut-être plus drôle. Parce que c'était le premier, il précise, en fait, il dit l'idée même que Spyro Agnew soit président était déjà assez incroyable en soi pour que n'importe quel individu possédant un minimum de sens politique en vienne à mettre en doute sa propre santé mentale. Cet homme tombé en disgrâce des années auparavant, même son patron. Et en fait, son patron, c'est Nixon, parce que c'est le premier vice-président de Nixon qui a dû démissionner en 73 après avoir été accusé de fraude fiscale et d'avoir accepté des pots de vin pendant son mandat de gouverneur de Maryland. Et en fait, je me disais, wow, le mec, il est pas prêt pour les années 2020 en France. Bon, il est pas prêt pour chez lui non plus, du coup. Non. Oui, c'est encore pire. Je sais pas ce qui est pire, vraiment. Donc, Callahan avance, les Amériques multiples devant lui, c'est ça son avenir. Et de l'autre côté de la passerelle, il se fait embaucher au Black dans un restaurant de cuisine familiale, le Lee Brook, dont le proprio est Dickie Rudbaker. Il travaille donc là, il réside à un motel plus bas, le Coucher de Soleil, sauf que certains jours, le nom du resto change, et le nom de l'hôtel aussi, ainsi que certains éléments de la réalité, notamment qui est président et qui est sur les billets. Et ça, c'est super intéressant, ouais, ça, parce que du coup, il explique que lors de son 4e jour en ville, il se réveille effectivement au lever du soleil, et le Lee Brook, la cuisine familiale, est devenu le Fort Lee, le registre de Lee Brook que les gens laissent sur le comptoir devant le registre édition américaine de Fort Lee. Et il n'est pas spécialement rassuré de constater que Gerald Ford est retour à la présidence. Et en fait, tu te rends compte qu'il change de monde à chaque fois qu'il se réveille, qu'il y a un truc un peu chelou, mais que le gars chez qui il bosse, c'est toujours le même, que les présidents changent, mais que c'est toujours la même personne qui le paye et que les billets sont toujours acceptés là où il est. En fait, il y a un truc un peu chelou de mélange de... Il y a des choses qui sont statiques. Donc, est-ce que c'est une granularité des mondes qui fait que la personne se souvient toujours de lui parce que quoi qu'il arrive, la personne sera là? En fait, oui. Moi, j'ai pas l'impression que lui, il change de monde. J'ai l'impression qu'il est statique, mais que les différents New Jersey défilent sur lui. Tu vois, un peu comme un disque qu'on fait tourner. Et lui, il bouge pas. Il y a juste différents filtres qui se mettent sur sa réalité. Et c'est toujours des New Jersey. Il y a juste des petites choses qui diffèrent. Qui sont jamais très éloignés de celui qu'il a connu. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de changement très important. Oui, mais son patron... C'est toujours le même. Ouais. Oui, mais tu vois, la seule différence de son New Jersey quand il se réveille, c'est le nom du resto qui a changé, et peut-être le président. C'est pas, tu vois. Oui, mais le patron du resto, c'est le même. Oui, mais ça peut rester le même. Enfin, tu vois, tu changes d'univers, mais tu changes quelques détails, et le détail, ça peut être juste le nom et pas le. Oui. Il y a des Jacks différents, il y a des. Et tous les Jacks vont à l'école. Oui, d'accord. Si on est quelqu'un, en fait, pardon, c'est juste un paradoxe qui me semble, mais je suis peut-être le seul à le voir comme ça, mais si chaque multivers est une couche. D'accord, est une ligne. Elles sont parallèles l'une à l'autre. Callahan, il rentre sur une de ces lignes et il va voir le patron de la ligne 1. D'accord. Le patron de la ligne 1, Cody Callahan, une personne qui est extérieure à cet univers-là. D'accord. Imaginons que en dormant, du coup, la couche change et qu'il soit sur la ligne 2, du coup. Le patron de la ligne 1, il a pas changé avec lui. Il est toujours sur la ligne 1, pour moi. Et du coup, il est dans l'univers 2, mais du coup, le patron de la ligne 2, il connaît aussi Callahan. En fait, pour moi, vu que les autoroutes occultes, elles sont pas aussi clairement soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est là où on parle de filtre et on parle de... en fait, c'est presque un espace Vaadash, mais où tout se passe bien. C'est-à-dire, il est à la croisée des mondes. Et donc, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui changent pas. Et c'est pas, tu switches pas de un multivers à un autre sur des lignes qui sont très nettes et qui sont bien parallèles et bien séparées. Juste, ça se brouille, tu vois. Et il y a des choses qui se brouillent et il y a des choses qui se brouillent pas. Il manque, quelque part, il manque soit l'interrupteur, soit d'arriver à la ligne d'arrivée qui fait que l'univers dans lequel tu es, il ne bougera plus. Et là, il est dans un espace un peu entre les deux. Ouais. Ah d'accord, donc il est dans une espèce de melting pot qui se crée autour de lui, quoi. Oui, moi je comprends un peu ça. Okay. En fait, tu vois, c'est comme si tu passes la frontière à pied, t'as un pied dans un pays, un pied dans l'autre, et il est un peu entre les deux, tu vois. Je vois un peu un truc comme ça, moi. Ouais, j'avais plus un truc à la Dark City, en fait. Absolument voir ce film. Non, vraiment, c'est absolument à voir. C'est un film incroyable. Je pense que ça te plairait beaucoup. Oui, je sais, vous dites ça à chaque fois. Faut absolument que je te montre ce film. Il est incroyable. Vraiment, il y a plein de choses. Non, mais c'est un film qui a été projeté. Enfin, c'est un des rares films qui est incroyable et qui a été vraiment projeté au Festival de Cannes, quoi. Tu vois, genre, c'est.
Mais du coup, oui, sans spoiler, du coup, ceux qui ont la rêve comprendront, et je te montrerai ce film, vraiment, c'est vraiment ça, en fait. C'est le gars, il se réveille le lendemain. En fait, le principe de Dark City, parce que ça spoil rien, c'est le début du film, c'est le monde change du jour au lendemain. Il y a des nuits, en fait, tout est en train de changer dans la ville où ils sont. Il y a des immeubles qui étaient petits deviennent immenses, il y a des personnes qui étaient très pauvres qui deviennent très riches, et en fait il y a plein de choses qui changent et les gens semblent normal, oui, ils sont normaux dans cet univers-là, en fait. C'est-à-dire que le lendemain, les gens qui étaient très pauvres se réveillent très riches, et c'est normal pour eux, comme ça, ils ont toujours vécu comme ça. Et du coup, il y a un peu un effet un peu chelou autour de ça. Et là, c'est plus cette truc que j'avais en tête. Et Dark City, c'est fin des années 90. Du coup, il y a un truc un peu intéressant pour l'inspiration autour de King, quoi, je pense. Voilà. Ok, cool. Et donc, Callan démissionne le jour où il voit son premier type 3 dans la ville. Il passe 5 ans sur la route, un temps suffisamment long pour croiser, je cite, « un millier de monde perdu de la rose ». Non, du coup, sur la même page où il explique que ça change, il y a la discussion avec le personnage de son patron quand il dit qu'il se barre, qui est assez incroyable aussi, en fait, où le mec dit tous les 2 mois les gens partent. C'est toujours les deux pires mois, on entend l'appel des oiseaux, on entend l'appel, les oiseaux aussi l'entendent et ils s'en vont. Et Callan lui dit, ils entendent quoi? Pour eux c'est le ciel, pour des cas comme nous c'est la route, l'appel de cette foutue route de la liberté. Les types comme moi, avec 2 gamins à l'école et une femme qui font pas ça que le samedi, ils mettent la radio un peu plus fort et attendent que ça passe. Mais c'est pas ce que tu vas faire. Et tu veux rester une semaine de plus, je fais une rallonge, machin. Et en fait, il y a un truc vachement cool de... Cette discussion, elle est incroyable, je trouve. Il y a un truc de... Le gars, il sent qu'il y a un truc dans l'air, en fait. Il sent qu'il y a un truc qui fait que les gens ont besoin de changer d'époque ou de monde. Marrant. Une forme de philosophie personnelle qui résonne sur le moment. Je trouve ça assez incroyable. Et le mec me dit, quand Callan part, il dit « Je reviendrai », le gars dit « On sait que tu reviendras pas. C'est pas la peine. » Moi, j'ai un point sur la phrase que tu viens de dire, justement, et tout le reste, vous l'intuitez, un millier de monde perdu de la rose. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est le narrateur qui s'adresse à nous. C'est pas Callan, parce que Callan, il connaît pas la rose. C'est, quand on regarde les textes d'avant, c'est même pas le cathète qui parle à nous. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a le narrateur qui nous parle, qui s'adresse vraiment à nous. Ouais. Pas ni Callan, ni vraiment aux personnes autour. Ouais, t'as raison, il connaît pas la rose. C'est marrant, ça. Tu vois, comme si, tu vois, King, il s'est hop, glissé là en mode... Je suis là. Et c'est marrant d'appeler ça des mondes perdus, tu vois, de se dire qu'en fait, il y a un truc aussi là-dedans qui est, nous, on est dans un monde qui est pas perdu parce que c'est pas un brouillon, tu vois, il est bien établi, il est solide, et entre, il y a des espèces de mondes qui sont pas complets, qui sont inachevés, il y a peut-être une notion un peu comme ça, en fait. En fait, c'est les marches entre les étages. Ouais. Ouais, clairement. Mais c'est marrant parce que du coup, j'avais noté, en ce moment, je suis en train d'écouter le tome 3 à l'audio. Et Jack fait une référence aux routes aussi. Il prononce pas le terme de route occulte, mais il fait une référence aux routes qui... En fait, il en parle de la même façon que certaines routes sont des autoroutes qui mènent ailleurs. C'est exactement ce qu'il dit. Et on est dans le tome 3, au début où Jake est en train de partir de chez lui. Et vraiment, il est au moment où il quitte ses parents parce qu'il vient de rencontrer dans ses rêves Eddie, et il part pour la maison sur Dutch Hill. Et il parle des routes comme ça, en fait, en disant les routes certaines routes sont des autoroutes qui mènent vers ailleurs. Et c'est incroyable. Je crois qu'on l'avait relevé au moment où il le dit, déjà. Probable, très probable. Donc Callan énumère des routes et des gens qu'il croise pendant ces 5 longues années, dont la route 19 évidemment, des années pendant lesquelles il tue les vampires dès qu'il les croise. Mais il croise aussi des hommes grands, des genres de morts vivants pâles aux yeux rouges dissimulés sous de grands chapeaux, dans des longs manteaux jaunes. C'est à cette période qu'il recommence à voir des affichettes d'animaux perdus et à entendre les cloches. Les hommes aux longs manteaux jaunes arrivent pour lui, Callan en est convaincu. Sur l'autoroute, il voit une Cadillac rouge et il sait que c'est eux. Il les voit avec une clarté surnaturelle, on nous dit. Il fume, la Cadillac fume, il se force à ne pas paniquer, mais les ignobles dans leur Cadillac ne perçoivent pas Callan et passent sans revenir. En fait, Callan a réussi à se glisser dans une autre version de l'Amérique, et c'est comme ça qu'il leur a échappé, alors Callan reprend sa fuite, vers où, ça il ne le sait pas. Et en effet, il y a des espèces de trucs pour qui aussi facilement, genre, il les observe dans un buisson, il les voit passer, et lui, dans son buisson, il est déjà plus dans la même réalité, alors qu'il est juste à côté d'eux. Il y a vraiment il lui reste une petite fenêtre sur la pression précédente de l'univers. Oui. Trop marrant. C'est trop bien. Il fait 1000 boulots, voit les mondes et les visages sur les billets défiler, alors qu'il va d'autoroute occulte en autoroute occulte, changeant de décor quand il voit des affichettes.
Il voyage comme un immigré et trouve facilement du travail, jusqu'à un jour à Sacramento, où une femme lui donne un journal dans lequel il y a un fait divers. Et pas n'importe lequel. Les frères Hitler ont attaqué Magruder, le patron du refuge, et il a été laissé pour mort après de nombreux coups de couteau, une entaille en forme de croix gammée sur le front et des yeux crevés. Il ne doute pas une seule seconde qu'il s'agit bien de son monde. C'est le cas qui lui a mis ce journal entre les mains. Il se rend compte de tout ce qu'il a manqué toutes ces années. Il en est malade de honte et pleure sans même se rendre compte, alors qu'Alan part. C'est hyper triste. Ouais, c'est triste, mais c'est bon. C'est marrant parce que du coup, il a un attachement pour son monde personnel, de là où il vient, en fait. En fait, il y a un truc de... il a un attachement parce qu'il connaît les personnes dont il parle, là. C'est pas non plus... Même si lui, il est en perdition, il a quand même des souvenirs de ce qui s'est passé dans ce refuge-là et de tout ce qu'il a vécu à ce moment-là. En fait, il y a un truc assez évident c'est pas parce que tu pars physiquement de ce qui t'a fait mal, de ce qui t'a marqué, de ce qui t'a traumatisé que tu t'en éloignes réellement Oui. Et en fait, il a juste mis un voile sur quelque chose qu'il a pas réglé et il se reprend le truc en pleine gueule avec en plus la culpabilité de se dire j'ai fui comme un lâche et j'ai pas été là pour les personnes qui auraient pu avoir besoin de moi. Ce qui, pour moi, est discutable parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi sauver sa propre peau. Mais il a quand même cette culpabilité-là à ce moment-là de se dire en fait, moi, j'essaye de survivre depuis 6 ans sans me poser de questions pour eux. Ouais, mais il y a un truc il regrette de pas avoir aidé, mais en fait, mais t'aurais rien fait, mon gars. Oui, ça, complètement d'accord. Complètement d'accord. T'aurais été dans ce monde-là, t'aurais rien fait de plus. Mais du coup, il les avait presque oubliés, tu vois. Surtout le fait de partir, c'est ce qui les a aidés, vu qu'il était recherché par les vampires. Complètement. Certainement, ouais. Ouais. Je pars pour votre propre bien. C'est pas vous, c'est moi. Allez, hop. Mais quand bien même il doit quitter les routes Vaadash, ces autoroutes occultes, qui sont une drogue pire que l'alcool, alors il achète un billet d'avion pour New York. La fin de son récit n'est pas pour tout de suite. Rosalita s'approche avec les jumeaux Tevry et Roland va les voir avec Eddie. Juste dans le point 5, il fait encore cette blague sur Kala, Callahan. Ouais. Et je trouve ça marrant en fait que King fasse sa propre blague là-dessus. En fait, c'est un truc. Surtout que dans le récit, c'était bizarre parce que, en fait, on a l'impression quand il le dit qu'il le pense quand il est sur les autoroutes occultes, alors qu'il n'est pas encore arrivé à la Cala à ce moment-là. Et donc, du coup, t'as un espèce de mélange entre ce qu'il est en train de raconter aux autres de ce qu'il pensait à ce moment-là. Et début point 6, il y a eu cette phrase que je trouve intéressante de « L'errance, c'est la drogue la plus redoutable qui existe, il me semble. À chaque route occulte, mais une dizaine d'autres. » Et en fait, je me posais la question, vous feriez quoi si demain vous trouviez un passage vers une route occulte ? Je le prendrais pas. Ah ouais ? Ah non. Oh. Bah non, mais je laisserais pas... Tu vois, sans espoir de retour comme il a là, j'y vais pas. Hein. J'ai trop de choses à laisser. Sans savoir, oui, j'avoue. Est-ce que tu sais ou pas ce qu'il y a devant toi, tu vois, qu'est-ce que... C'est marrant parce que t'as pas eu la même phrase. Hein. Grand Poil, il dit « Je suis pas sûr de pouvoir revenir, donc j'y vais pas. » Et toi, t'as dit « Je sais pas ce qu'il y a devant moi, donc j'y vais pas. » Non, j'ai pas dit « j'y vais pas ». Je dis « ça dépend de ce que je sais, tu vois. » Parce que pour être sur une autoroute occulte, il faut déjà savoir qu'on est sur une autoroute occulte. Lui, Callan, en l'occurrence, il est allé dessus parce qu'il avait de toute façon, en effet, rien à laisser et qu'il savait pas ce qu'il avait devant, tu vois. Moi, je pense qu'à un moment donné, en effet, si je trouve des trucs qui m'intriguent, j'avance jusqu'à un certain point où c'est trop intriguant et où j'ai l'impression qu'il y a pas de point de non-retour. Et là, je me pose la question. Mais du coup, c'est ça. Okay. Toi, tu pars. De toute façon, toi, il y a un vaisseau extraterrestre, tu te laisses emporter. Wow, direct, je suis Tu l'as déjà dit. Alors, je sais pas si tu l'as déjà dit à ce podcast. Je l'ai déjà dit ? Oui, bien sûr. Pour me faire sonder l'anus par extraterrestre. Bon. Emmenez-moi. C'est un gros appareil que vous avez, monsieur. Ça va mieux, ta gastro. C'est que je le précise à nos auditeurs et auditrices. Ils apprécient, j'en suis certain. Voilà. Il est nouveau de crooner, mais sa gastro va bien. Ouais, du coup, j'ai une crève là. Et j'assure qu'entre 2 émissions, je suis à peu près bien. Il n'est pas tout le temps malade. Il est malade que pour les enregistrements. C'est mon corps qui me dit que j'ai besoin de vacances. Oui. Donc Rosalita s'approche avec les jumeaux Tevry et Roland va les voir avec Eddie. Un prétexte pour que Roland glisse à Eddie sur le trajet, qu'il va rentrer dans l'église seul. Il ne faut pas que Susanna s'approche de la 13e noire si c'est bien elle. Il ne veut pas que la boule rende plus fort ce qu'elle porte, ou son gardien, en l'occurrence sa gardienne. Ouais, j'aime bien en fait, il y a des encore des fissures dans le cathète sur tout ce qu'il espérait, c'est que Susanna captait pas les mêmes vibrations. Et je sais plus qui parle de offrir il s'adressa un sourire aux jumeaux Tavery
Ah oui, non, pardon, c'est une blague sur Eddie encore. Taverny, c'est en Ile-de-France. Taverny Taverny. Mais t'as dit Taverny. C'est le tour occulte, ils ont nommé comme elle, c'est tout. Et grand merci beaucoup. Ah oui, c'est la fin du passage. Grand merci beaucoup sur le fait de faire la carte et qui sont félicités, ils éclatent de pleurs et de joie. Oui, en fait les jumeaux ils tendent au pistolero une carte qu'ils ont dessinée au thé clair, et en effet parce qu'en fait ils n'ont pas grand chose d'autre pour dessiner, le papier est de qualité, le dessin très détaillé, notons-le, et en effet les enfants, les pistoleros sont ravis, ce qui rend fébrile les enfants, et il y a une espèce d'échange autour du sacrilège et du blasphème que c'est de plier la carte parce que le papier c'est sacré. Et Roland leur explique en fait c'est plus du papier, c'est une carte maintenant, c'est un objet qu'on va utiliser, donc je peux le plier. Et moi j'ai envie de dire non, on ne plie pas les cartes. En prenant soin. Ouais, mais on plie pas les cartes. Parce que ça, en fait, si c'est une carte très détaillée, là où il y a la pliure, t'as plus le détail. Tu vois, si t'as des routes qui sont très proches, tu sais plus quelle route ils ont pas vraiment de rouleau sur eux pour se promener avec leur carte en bandoulière. Bah, il devrait avoir un tube. Excuse-moi. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y a pas assez de détails sur les cartes pour pouvoir dire je te vais prendre à droite ou à gauche ici. Le point 7, c'est juste une courte discussion sur t'imagines qu'un de ces gamins va revenir décérébré de Ton Food. En fait, ils réalisent en vivant avec eux que les moments cool qui sont là, ils vont pas durer. Ouais, voilà. C'est ça que j'aime bien. Parce qu'on a deux enfants, on nous disait à l'épisode précédent que c'était les deux enfants les plus beaux qu'ils aient jamais vus. On comprend qu'en plus ils sont intelligents et ils sont talentueux. Donc il y a un truc qui est un peu compliqué à admettre où ils sont en train de, King, il nous fait quand même réaliser que, oh là là, bah, ces enfants qui sont beaux, talentueux et intelligents, il y en a un des deux qui va revenir décérébré. Oui, mais en fait, c'est pas plus grave parce qu'ils sont beaux, talentueux et intelligents. Et un truc, juste ça qui est un peu dommage avec cette scène-là, mais je pense que c'est fait exprès pour mettre un peu en exergue, l'effet des loups et de Ton Foudre sur eux, mais même s'ils étaient moches, pas talentueux et bêtes, ce serait grave ce qui se passe. Ouais, mais c'est aussi pour accentuer le côté, tout est dégénéré dans cet univers-là. Des enfants viables, il y en a pas tant que ça. Le bétail, il part en sucette. Donc c'est pour ça aussi que c'est encore plus exceptionnel que ceux qui soient intelligents et beaux. Oui, donc c'est encore plus du gâchis, presque. Ouais, ok, je vois. Bon, c'est de l'eugénisme, c'est pas ouf, mais... Oui. On sait pas à quel point les pistoleros ont pas fait ça pour être sûr d'avoir des bons pistolets. Bien sûr, clairement. Ou les grands anciens, hein. Les grands anciens, c'est quand même eux qu'on fait les gardiens, tout ça, donc c'est pas trop, hein. Oui, bien sûr. Donc Susanna n'a pas d'objection quant au fait de ne pas rentrer dans l'église, même si la boule dort et que ça devrait être ok. Il faut quand même retirer ses armes au cas où. Et à l'intérieur, Roland sent la boule plus qu'il ne l'entend. Un bourdonnement qui était l'expression d'un vide colossal. On pourra toujours débattre de ce que c'est un vide colossal qui s'exprime. Et il est désormais persuadé que c'est la boule qui les a emmenés Vaadash à New York. La puissance qu'il sent lui fait peur. Il sent aussi qu'ils vont avoir besoin de s'en servir. C'est surtout ça le pire, qu'ils vont avoir besoin de s'en servir pour aller dans le New York dont ils auront besoin. Ouais. Pour contrôler le Vaadash. Et juste la petite pique de Callahan qui rentre dans l'église, qui se signe avec l'eau bénite. Et t'as Roland qui lui dit « Vous pouvez encore faire ça ?» L'autre qui se dit « Si fait, Dieu m'a repris auprès de lui, pistolero. » Même si j'ai le sentiment que c'est plus une période d'essai, vous intuitez. Et je me suis dit « Dieu, c'est une agence d'intérim maintenant. » Bah ouais, mais Manpower. C'est un nouveau CDI. Il est parti avec un blâme du précédent. C'est un CDI et la période d'essai était renouvelée. Attention. Callahan, il a bossé à Manpower, c'est la même chose, quoi. Vraiment. Et donc, il ouvre la cachette de la boule loin de Roland, qui ne se sent même pas trop de l'approcher pour le moment, mais qui regarde quand même dans le trou où elle est. La boule est dans une boîte, enveloppée dans un tissu comme un nouveau-né, et même endormi, il sent sa puissance terrifiante. J'aime bien mais elle pourrait se réveiller. Se réveiller et les envoyer aux 19 coins de nulle part en un clin d'œil. C'était là une vision particulièrement horrible et il en détourna son esprit. Je me disais, est-ce qu'on est encore avec un simple doute que la boule n'est pas habitée par un démon, quoi. Voilà. Roland, quand même, il peut pas s'empêcher d'écarter un peu le tissu et de toucher la boîte. Du bois de fer noir, du bois fantôme, on nous dit, il en a des frissons. Il ressent son addiction revenir, il veut retoucher la boîte, mais il sent aussi la boule à l'intérieur dont le bourdonnement s'intensifie. Concordance, tome 2, page 535. Là, j'en ai 3 d'affilée, je vais les faire. Bois de fer,
Bois de fer noir. Les arbres de bois de fer noir poussent dans un bon nombre de forêts de l'entre-deux-mondes. Ils produisent un bois dur et résistant. Tellement dur qu'il est même impossible de les faire brûler. La plupart des portes entre les mondes sont faites dans ce bois. On l'avait déjà vu dans les 3 cartes. Là, ça me parle. La plupart... Mais le coffret de la 13e noire est en bois de fer noir, aussi connu sous le nom de bois fantôme. Bois fantôme. Page 513. Excusez-moi, je tourne les pages. Shit. C'est pas là. 522. Je me suis noté. Ah bah non, voilà, le bois fantôme, je suis pas allé chercher, je l'ai pas trouvé. Pourquoi je l'ai pas voilà. Bah parce que c'est juste un autre nom pour bois de fer. Bois de fer ah noir. oui, du coup, c'est une autre entrée, mais c'est le même. Ouais. Mais du coup, j'enchaînais avec un autre truc juste après. Bah vas-y, continue parce qu'il y a les symboles. Oui, parce qu'en fait, il retouche la boîte qui donne à sa main une odeur de camphre, de feu et de fleurs, et de fleurs des contrées de l'extrême nord. Et sur la boîte, en effet, il y a 3 symboles gravés. Une rose, une pierre et une porte. Et d'autres symboles sous la porte que Roland ne peut s'empêcher de toucher. Et il sent qu'ils veulent dire dérober. Ouais. Et effectivement, c'est juste ce symbole-là. En fait, il n'y a pas d'alphabet spécifique pour ça, mais on a une entrée qui signifie dérober, qui reprend ce symbole-là. D'ailleurs, dérober, en anglais, il l'avait traduit comment? Parce que dérober, ça peut vouloir dire qu'elle a été volée ou qui est cachée. Oui. Ah, c'est une excellente question. One eternity later. Ah oui, mais oui, en fait, on le savait déjà, pardon, j'aurais dû regarder, mais c'est unfound. Ah oui, c'est ça. C'est le non trouvé. C'est non trouvé, ouais. Ce qui est ok, je trouve, comme trad. Pour moi, c'est pas dérober qu'on... ça. Il y a une notion en plus qui est... on la trouve pas, mais parce qu'on nous l'a prise. Alors que il y a, dans le non trouvé, tu peux mettre perdu, et ça marche aussi, mais tu vois... Ouais, mais tu vois, une porte dérobée, c'est une porte que t'as pas trouvée, ou en tout cas que t'as du mal à voir, donc qui est un peu cachée aussi. Pour la porte, oui, ok, C'est un je peu l'avais ça, pas. Ouais. C'est un peu ok. Ok, d'accord, oui. Et sur la fin du passage, il parle de Kamen. Mais tu voulais peut-être en parler après. Non, moi je dis juste que la chose dans la boîte commence à faire entendre un carillon, comme une menace, et que Callan n'a qu'une seule question. Quand Roland emportera-t-il cette chose horrible? Et bientôt, répond le pistolero. Bientôt. Et donc effectivement, le carillon, page 522 Concordance, tome 2, c'est le Kamen, c'est le carillon Vaadash, ces cloches que l'on entend lorsqu'on voyage Vaadash. Ce terme a une résonance particulière pour les manies, sachant qu'ils voyagent fréquemment entre les mondes. J'avais pas vu, voir Vaadash Kamen dans la section portail. Bah alors. Bon alors, section portail. Franchement, bon. Il est mieux édité que le premier? Il y a plus de choses, mais pour chercher dedans... je trouve que c'est pas très pratique. Hein. C'est un peu la même édition que celui en anglais, où t'as section portail, t'as section lieu, t'as section personnage, section argot de Midworld, argot du haut-parler. Ouais, comme c'est pas, t'as pas un bel index, bah, du coup c'est un peu dur quoi. Et du coup, pendant que tu cherches, j'ai interrogé, j'ai lu... alors, j'ai lu m'a répondu, mais du coup, parce qu'en fait, ils sortent des nouvelles éditions de La Tour Sombre avec Jaspage et compagnie, là. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Et donc, du coup, j'ai discuté avec eux de ces nouvelles éditions. Et je leur ai dit, quid de faire aussi les concordances? Et ils m'ont dit, ça dépendra de la réception qu'auront les nouvelles éditions de La Tour. Et je leur ai pas répondu, mais j'avais envie de leur dire, en fait, les gars, regardez à combien se revendent les concordances sur le Bon Coin. Demain, vous les sortez, tout le monde les achète. La Tour Sombre, tout le monde a déjà 50 éditions différentes et tout le monde s'en fout. En fait, ça se compare pas. La concordance n'est plus éditée et tout le monde le cherche. Donc, juste ne faites pas l'un dépend de l'autre. En fait, en vrai, normalement, ils me les envoient bientôt là, donc je vais leur réécrire et je leur dirai ça. Mais ça n'a rien à voir. Vaadash, il y a 2 pages. Je suis pas sûr que je vais tout lire, mais grosso modo, il parle de. T'avais déjà lu une partie en plus. Ouais, en fait, il parle des manies à la cape bleue, mais je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, qui vont Vaadash régulièrement. Ont déjà vu les trous. Certains d'entre eux ont déjà vu les trous dans la trame du réel. Bon, voilà, je vais pas aller trop. Je vais vraiment trop long à expliquer. Ok. J'ai pas envie de tout lire. Trouvez le Concordance tome 2 et achetez-le. 150 balles. je vous vends le mien, 200 €. Chapitre 5, le conte de Grey Dick. J-23 avant l'attaque, se dit Roland, posé Rocking Bee, et si Susanna accouchait le même jour, dur à anticiper. Pendant ce temps, au fond, on entend les garçons et Hot chahuter, ils sautent de la grange dans une grosse meule de foin.
Eisenhart a sorti des armes à Roland que le pistolero étudie pour voir s'ils pourront encore servir. Des armes de famille. Et on apprend au passage que Eisenhart, sans surprise, a eu une jumelle. Je disais juste que Jake portait une salopette. C'était vraiment un enfant, pour le coup. Un enfant dans la ferme. Oui. Et il y a un moment où ils demandent, ils se font une cigarette avec Roland, et le gars il dit oui, du papier à cigarette, j'en ai. Et je me disais, comme les armes et les balles dans ce monde-là, c'est les papiers à cigarette, on arrive à en fabriquer sans problème, mais du vrai papier, par contre, niquez-vous, quoi. Ouais. Et je trouve ça assez marrant. Le soleil se couche, c'est l'été, le temps est doux et tout est calme. Roland s'allume une cigarette en effet, il regarde les enfants jouer à se lancer dans la meule de foin pendant qu'Ott aboie et court autour d'eux. Andy est avec eux, assurant qu'ils ne se tuent pas et tout le monde semble très heureux. J'adore ce passage. Pour moi, c'est... En fait, ça me rappelle les étés heureux de mon enfance où t'as les parents qui sont en train de boire l'apéro et toi t'es en train de jouer dans le jardin. Tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Et tu te marres et il est 21h et personne ne s'en est rendu compte parce que juste tout le monde est en train de discuter et tout et tu te dis vas-y non on n'a pas encore mangé mais parce qu'ils se sont pas rendus compte qu'on n'avait pas encore mangé, viens on dit rien, tu vois, essayer de grappiller 10 minutes tous les soirs d'été, c'est des souvenirs heureux et c'est probablement le plus bel été de Jake et son unique bel été. Oui. Malheureusement. C'est vrai. Eddie et Susanna sont chez les Jaffords. L'idée est, entre autres, de se disperser pour se montrer le plus possible, mais surtout avoir des infos auprès du grand-père dont on sait qu'il sait peut-être des choses. Au trajet jusqu'ici, Roland a reposé à tout le monde les 2 mêmes questions qu'hier soir, mais toujours pas la 3e. Margaret Eisenhart rappelle les enfants pour qu'ils se douchent et mangent de la tarte, non sans faire un dernier saut dans le foin, avant d'aller dormir dans une tente. Trop stylé. Ouais, non mais c'est définitivement le meilleur été, quoi. Roland interroge sur les armes que les hommes d'Eisenhart utilisent pendant que ce dernier observe sa femme. Il se passe un truc entre les deux. Margaret commence à céder et lui reparle de la danse du riz et de la légende de Dame Orisa et de comment elle s'est débarrassée de Grey Dick qui a tué son père. Stylé cette légende. Je me demandais si c'était inventé ou si c'était une reprise d'une légende qui existait quelque part. J'ai pas cherché. Pas la ref non plus. Je t'avoue, le folklore américain, je connais pas en plus pour le coup. Il y a plein de rêves que j'ai jamais. Je suis pas sûr que ce soit très américain, mais. Ok. Si c'est un folklore, je suis pas sûr que ce soit très américain. Okay. Donc dans la légende, Dame Orisa décide de pardonner le tueur de son père, Grey Dick, en l'invitant à un banquet, sans armes et tous les 2 tout nus, pour ne pas cacher d'armes. Mais ce que personne ne sait, c'est que Dame Orisa est déterminée à le faire payer. Ça fait des semaines qu'elle s'entraîne à lancer des assiettes lestées au bord affûté. Et au cours de ce repas, Dame Orisa lance une de ses assiettes et coupe net la tête de Dick. Bien affûté, hein, pour couper une tête... Très bien affûté. Avec, oui, et ça vole bien aussi, très pleine vitesse. Margaret rêve de lancer ses assiettes sur les loups. Elle explique qu'ils ont eu 6 enfants, très rapprochés, juste avant le passage des loups, donc pas concernés par le rapt. Et les enfants ont grandi libres en réalisant que les leurs ne pourraient pas. Alors ils sont tous partis à cause des loups. Leurs enfants leur rendent visite parfois, mais ils sont quand même tristes. C'est le prix de la liberté. Et ça, tu sais, en fait, on se disait, mais pourquoi ils partent pas et tout? Peut-être qu'il y a ça. Et en fait, il y en a qui sont partis, mais du coup, ça veut dire qu'ils partent loin de leur famille et que. Ouais, un peu triste là-dessus. Ouais. En fait, surtout qu'ils savent pas jusqu'où vont les loups, en fait. Donc tu te dis, en fait, s'il faut, ils sont partis dans la calade à côté, mais en fait, ils ont leurs enfants aussi qui sont chopés. Après, vu qu'elle dit qu'ils reviennent de temps en temps, je pense qu'en effet, ils sont loin, mais qu'ils sont partis suffisamment loin pour pas se faire choper, tu vois. Ouais. C'est triste. Ouais, il y a un truc où t'es perdant dans tous les cas, quoi. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'elle a la haine. Et sur ce, Margaret est prête à faire une démonstration d'Orisa. Elle en cachait un sous son tablier. Son assiette est bleue. Tiens, une assiette bleue, est-ce que ça ne rappelle pas? Mais oui, putain, c'est étonnant. Proche de la porcelaine, mais dans un alliage de métal tranchant qui ressemble à une sorte de verre, avec des dessins de petites pousses de riz, dont 2 se croisent pour faire les lettres ZN. Z pour éternité et Nan pour maintenant. Une petite cosse de métal permet à l'assiette de siffler quand elle vole. Stylé de ouf. Oui, j'ai hâte d'entendre ce bruit. Margaret explique qu'elle lance, mais pour le loisir. La chasse, c'est pour les hommes. Pourtant, c'est une arme tranchante, comme Roland en a peu vu. La coutume veut de lancer l'assiette 1 fois par mois, mais peu sont doués, sauf Margaret. Roland et le mari Eisenhart sont pour que les garçons la voient lancer. Ça leur fera du bien de voir une femme faire quelque chose d'incroyable. Benny est surexcité et Roland est quand même assez impatient lui aussi. J'avais noté quoi? Moi, j'avais un petit point sur les assiettes qui sont en titane, donc c'est quand même pas n'importe quoi, et qui sont encore fabriquées. Donc ils savent encore fabriquer du titane c'est dans une autre cala. Oui, il y a une autre cala qui fabrique en récupérant des restes d'une usine dans une cala désaffectée ou un truc comme ça. Ouais.
Oui, il y a ce truc de les hommes utilisent des bas pour se protéger. Donc les bas, c'est espèce d'arc ou d'arbalète, je sais plus. Et en fait, t'as un truc mais elle est quand même obligée de garder l'assiette. C'est-à-dire qu'en fait, soit ils sont très nuls, soit c'est pour te protéger des hommes qui ont des bas. Tu vois, il y a un truc un peu chelou autour de ça. Et elle parle aussi il y a des sœurs au nord et au sud, le long de l'arc. Et elle lance toute l'assiette. Mais j'avais noté, est-ce qu'ils font fait une référence aux sœurs d'Eluria, mais c'est pas possible. Trop loin. Ah oui, non, je pense qu'ils parlent de sœurs. Ouais, elle parle de sœurs après. Donc, ils sont environ à 40 mètres de la grange, ce qui est... Margaret a l'impression que c'est loin, mais apparemment, elle peut faire plus loin que ça, mais elle a quand même l'impression que c'est loin. Et Roland décide de la tester encore plus, c'est-à-dire que sur un des pantins qui est à 40 mètres d'elle, il met une pomme de terre à la place de la tête. Et Margaret tente de négocier, mais Roland, évidemment, ne négocie pas quand c'est lui qui décide. Il ne lui laisse pas le choix. Le monde s'arrête alors qu'elle lance, et son lancer est parfait. La pomme de terre est coupée en 2. Roland exulte, et les garçons s'extasient. Mais Roland fait rentrer les garçons à la maison, et alors que la femme tremblante est devenue livide, Roland récupère l'assiette et la lui tend. Et là, il y a un passage ensuite qui suit, où j'ai pas compris pourquoi elle était autant vénère sur le fait que oui, en effet, c'est la fille du chef Manny, et elle a vu Roland parler avec le chef Manny, et faudra bien lui dire que je reviendrai pas, machin. C'est pas clair pourquoi elle est autant vénère après lui, pour moi, à ce moment-là. Parce qu'il y a une altercation à propos de la grotte, de la porte dont son père aurait parlé à Roland, du cas qui pour elle n'est qu'une excuse pour les fouteurs de troubles, machin. Et je dis, ok, en fait, meuf, détends-toi, et t'as juste fait tirer sur une tête de pantin. On n'a pas dit qu'on allait t'engager dans l'armée. On n'a pas dit que ton père allait venir te chercher pour te ramener chez les Manny. Tu vois, c'est un peu bizarre. Alors, Sœur d'Orisa, tome 2, Concordance, tome 2. Page 252. Alors, les trucs sur les sœurs, c'est assez long, mais grosso modo, ils réexpliquent ce qu'ils ont dit là sur que c'est une espèce de groupuscule qui s'est monté depuis que Dick Grey a été décapité. Et en fait, après, ils parlent de Margaret Eisenhart, effectivement, qui est née Margaret du clan du Sentier Rouge, donc chez les Manny. Et bien que sa famille soit d'origine Manny, elle a quitté le troupeau pour épouser Vaughan Eisenhart, selon son père ou son grand-père, Enchik. Ce choix lui vaudra d'atterrir à Nahar. Margaret est l'une des 3 sœurs Orisa, blablabla. Et en fait, elle est chassée du clan pour ça. Et Nahar, du coup, c'est 478. C'est le nom que les Manny donnent à l'enfer. Et du coup, je pense qu'elle est chassée et bannie du clan. Il y a un truc un peu autour de ça, je reviendrai jamais quoi qu'il. Oui, mais Roland lui a rien demandé, tu vois. En fait, il a juste parlé avec son père comme un pistolero qui enquête. Oui, mais je pense qu'elle le voit. En fait, elle voit discuter Roland. Elle voit Roland discuter avec son grand-père. Elle projette ses traumas en fait. Elle projette ses traumas sur ça derrière, parce que tu vois, dans ce truc-là, les Manny, je les vois un peu comme des mormons. Si tu sors de la secte, vraiment, comme il vient de le dire, t'es banni et ça va mal se passer, quoi. T'es ostracisé, et c'est pour ça que elle se sent visée, même s'il l'a peut-être pas fait exprès, pour le coup de Lorisa, elle se sent visée par Roland qui a parlé à son père juste avant. Donc c'est vraiment juste réaction de cette hiérarchie de ces 2 clans différents que sont les Manny et les habitants de l'Akala. Ouais. Oui, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, que ça apporte rien, et que ça vient un peu de nulle part. Bon, je trouve que ça met du caractère chez le personnage de Margaret. Ça lui montre qu'elle a du caractère, qu'elle est prête à se battre pour ce qu'elle a, en fait, tu vois. Je trouve un peu. Et ça justifie qu'après, elle soit embauchée pour protéger la Cala des loups. Oui, ça sert que à ça. Je trouve. Ok. Donc en repartant, Roland menace les cow-boys qui étaient présents. S'ils parlent de ce qu'ils ont vu, il les tuera. Ouais. Roland emmène dans un bureau le couple Eisenhart et leur montre la carte. Il a des questions. Qui d'autre peut lancer comme ça? On nous cite 3 noms, Zalia Jaffords, Sarah Adams et Rosalita Munoz. Roland est soulagé, ils n'ont peut-être pas besoin de ramener d'armes de New York après tout. Il convoque les 4 femmes au presbytère du Vieux. Dans 10 jours, elles se mesureront les unes aux autres, mais Margaret met en garde. Tant que son mari le refusera, elle ne se battra pas contre les loups. C'est beau. Ouais. J'allais dire qu'elle ait besoin de l'autorisation de son mari. Mais non, mais parce qu'en fait, c'était mieux avant, hein.
Non, mais en fait, il y a un truc de couple, tu vois, si j'y vais, tu sais que j'ai un risque de mourir, est-ce que t'as envie que j'y aille ou pas, quoi, tu vois. Oui, parce que, en fait, on comprend évidemment que l'univers est un peu sexiste, mais pas tant que ça, mais on comprend que, oui, la chasse, c'est fait pour les hommes, oui, les femmes, c'est plutôt celles qui cuisinent, et je trouve que c'est ok parce que c'est quand même plutôt subtil, mais que eux deux, ils ont une vraie complicité, et que lui est fier de sa femme, parce que c'est lui qui dit, mais arrête, tu peux tirer de au moins depuis le double de distance et tout, et il a, en fait, évidemment qu'il veut pas la mettre en danger, mais il veut quand même montrer que sa femme aussi, elle sait se battre et qu'elle mérite sa place, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Quand Andy passe en chantonnante dans la cour, Roland s'interroge. Qui a construit Andy? Pour quel usage? Et surtout, pourquoi est-il programmé à ne pas parler des loups alors qu'il est programmé à les annoncer? C'est quand même très suspect. Ouais, enfin des bonnes questions, quoi. Oui. Andy est inoffensif, mais il est aussi programmé pour protéger, donc il peut tuer, et si il tue, genre des chats sauvages, il est très rapide. Donc on nous sous-entend que c'est aussi potentiellement, si on se le met à dos, c'est une menace assez coriace et très sérieuse. Sur sa carte, Roland a repéré des cul-de-sac semblables à ceux de Mégis, proches de la tramée, quand il était à Mégis, il n'y a pas de tramée ici, et pense à monter une embuscade pour les loups. Oui, il pense à répandre en tout cas un mensonge pour piéger les loups, qui semblent être très bien informés. Mais il lui faut une personne à qui dire la vérité, et il ne voit personne à qui confier son vrai plan. Roland porte seul ses lourdes responsabilités. Ah, t'as un homme solitaire, intense, Roland. Oh. Non, mais le pire, c'est que en fait, il sous-estime aussi son cathète, parce qu'il sait très bien... Enfin, en cachant quelque chose, ça veut pas dire que les autres vont pas sentir, il sait que les autres vont sentir, on le voit à la fin, Jack, il comprend que Roland cache quelque chose à tout le monde, sans savoir pour autant ce qu'il cache, tu vois, il y a ce truc. Et en même temps, je pense aussi que c'est nécessaire, il y a personne à qui il peut se confier. En réalité, là, tout est trop dangereux, tout le monde est trop, soit fragile, soit en position de faiblesse, donc c'est compliqué. Ouais, puis il a des suspicions, il manque de confiance sur tout le monde, quoi. Il voudrait pas que les loups chope des détails qui pourraient devenir très importants dans son plan. Ouais, complètement. S'il se plante, tout le monde meurt. Hein. Là, on est vraiment sur une menace, clairement. Si les loups savent qu'ils sont en train de monter un truc pour les piéger, ils viennent et ils dégomment tout le monde. Il n'y a pas de question à se poser. Donc Roland expose son faux plan. Cacher les enfants dans la mine, comme un appât, puisque les loups sauront qu'ils sont là. C'est dangereux, mais ça pourrait marcher. Roland doit s'en tenir à son mensonge, car il sent que l'un d'entre eux est une taupe. Chapitre 6, le conte du grand-père. De son côté, Eddie est donc chez les Jaffords avec Susanna, et il se surprend à vraiment beaucoup aimer la maison. Lui, le citadin, se verrait bien vivre ici. Ah, il commence à se projeter. C'est trop beau, je trouve. Avec sa femme, une famille, à la retraite, tranquille. Mais en fait, je trouve ça trop bien. Le gars, ils viennent de vivre des moments tellement durs que là, il se dit... en vrai, maintenant, j'aimerais bien me poser avec ma meuf, avoir un petit gosse, tu vois, qui courrait, qui se jetterait dans le foin, avec un petit robot qui le rattraperait si besoin. Oui, en omettant quand même la partie où tous les 20 ans, il y a des loups qui viennent prendre la moitié des enfants, qui les ramènent complètement dégénérés, et tout le monde souffre, et tu vois. Mais oui, bien sûr. Zelia leur présente les enfants, Edon et Eda, Liman et Lia, puis Aaron, le bébé cingleton. Derrière Tian Jaffords se tiennent deux géants en salopette, timides mais tout de même proches d'eux, ressemblant à Tian et à Zalia, mais ce sont leurs jumeaux crânés, Tia et Zalman. Les crânés parlent et rient, mais restent des humains très étranges quand même pour Susanna et Eddie. Donc Eddie demande à Tian si le grand-père est dans un bon jour, mais c'est très rare depuis longtemps. Le vieux a constamment la tête embrouillée. Eddie veut quand même lui parler, entendre son histoire, malgré les avertissements de Tian. Il dit beaucoup de mensonges, et tout est incohérent, voire incompréhensible. Mais Tian est surtout très rancunier de ce que le grand-père a fait à son pas. Eddie insiste et lui demande de passer outre sa rancœur. Tian admet que le vieux n'a jamais manqué de courage et de panache. Si quelqu'un ici a vu des loups morts, c'est bien lui. Interrogé par le proprio sur son champ, qui porte bien le nom de fils de pute tellement il était ésolé, Eddie est presque pris de pitié pour le fermier, qui continue d'espérer de bonnes récoltes alors qu'il n'y a plus rien à en tirer. En fait, je pense que le nom, il s'appelle comme ça parce que c'est le seul truc sensé que t'arrives à prononcer quand t'essayes de t'occuper de ces terres-là, quoi. Oui, bien sûr, une terre qui donne rien. Quand tu pètes un truc sur une grosse pierre... Ouais, de ouf. Surtout qu'ils ont quand même pas beaucoup de moyens, c'est pas comme si t'avais des tracteurs que tu pouvais faire réparer, tu vois, tout est un effort, donc... ils ont des crânés. Exactement. En vrai, c'est marrant, hein, le passage où il explique que c'est elle qui tire parce que... c'est ça. Parce qu'en fait, il faut autant qu'elle aide, quoi, c'est normal, et en fait, bah oui. Bah dans l'idée, oui.
Mais ça choque Eddie. En effet, il est choqué d'apprendre que c'est sa sœur qui laboure le champ, en lieu et place d'une mule qui, elle, se casserait les pattes. Et parce qu'Andy, de toute façon, refuse de les aider. Oui. De l'autre côté de la maison, Susanna chante pour les enfants qui sautent à la corde en rythme et en riant. Eddie, qui arrive en cours de jeu avec Tian, s'incruste dans le saut de corde alors que ça tourne de plus en plus vite. Tout le monde saute à l'unisson, c'est un moment magique pour tout le monde. Donc là, on a un peu le miroir du moment magique qui s'est passé à côté Jake et Roland. Eddie rit comme un fou et se concentre alors qu'il voit le grand-père sortir de la galerie couverte et tapant le rythme avec sa canne. Quand la corde bute contre le talon d'un des 6 sauteurs, tout le monde tombe dans un éclat de rire. Susanna rejoint Eddie et lui dit qu'elle l'aime, et Eddie a de nouveau ce pressentiment, celui que le cas n'est peut-être pas en leur faveur. Tellement beau. Tellement beau. Après un tel effort, tout le monde a faim, alors le repas est servi. Donc tout le monde dîne, le grand-père aussi est là, manifestement sénile et surtout avec des difficultés à parler. À la fin du repas, les enfants sont renvoyés de table pour qu'Eddie seul puisse parler au grand-père pendant que Susanna aide à débarrasser. Et elle insiste face à Zalia parce que Zalia était en mode « Mais si restait sous-entendu, regardez, il vous aime bien, donc à vous, il parlera. » Mais au final, Eddie reste tout seul avec le vieux. Ouais. Donc le grand-père raconte. Alors que les géants sont fixes dans la cour, le regard tourné vers l'est, avec une image un peu terrifiante. Rappelons qu'il fait nuit et qu'on a quand même 2 grands colosses qui sont plantés dans la cour, en train de regarder absolument rien, dans la même direction. Pardon, j'ai raté le terme karm qu'il a utilisé un moment. C'était au passage numéro 2, où t'as le... je sais plus qui parle, pardon, qui dit « Il faudrait du karm, votre dîme, il a du karm, pas vrai ?» Et le karm, c'est avoir du bagou. Ah oui. Je crois 557. Karm, dans lequel là on dit quelqu'un qui sait convaincre les gens de faire des choses dangereuses. Du charisme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc le grand-père, dans son charabia un peu incompréhensible, en fait, il faut plisser des yeux quand on lit pour comprendre ce qu'il dit. Il doit lui manquer des dents. Hein. Oui. En plus d'avoir un accent un peu paysan très... Ouais. En fait, il faut le lire très vite à l'oral et avec les syllabes, tu comprends un peu ce qu'il veut dire. Mais je t'avoue que les premières phrases, j'étais un peu en mode, je comprends pas. limite, ça fait. Moi, dans ma tête, j'avais un accent russe. Vu que les R se transforment en L, ça faisait un truc un peu. Oui. En N, tu veux dire. Les R en L. Les R. Il roule les R, tu vois, un peu. Il roule N. Ouais. Donc, en gros, il y avait 4 loups, et il y avait lui et 3 amis, dont une femme qui lançait des orisas, mais Eddie, lui, il a pas encore cette ref. Et c'est Molly, la femme avec l'orisa, qui a tué un loup après que le groupe qui avait déboulé dans un nuage de poussière se soit séparé en 3. L'un d'entre eux est allé chez Took, donc un des groupes, a pris les babés, tué ceux qui essayaient de les empêcher et a tout brûlé. Donc là, c'est volontairement pour nous montrer leur violence sans pitié si jamais leur plan se fait découvrir. Un groupe est allé au sud et un plus petit à l'est. Et donc c'est là où le grand-père a été caché avec ses 3 amis. Et le groupe de loups qui arrive à l'est s'est à nouveau séparé. Donc Jamie Jeffords et son ami Pocky sont persuadés qu'ils vont bientôt mourir. Eamon Doolin propose de se cacher dans un fossé et sa femme Molly Doolin a bien l'intention de leur tenir tête et crier le nom de sa sœur jumelle. Juste, c'est toujours le même narrateur, sauf que là il a droppé l'accent pour nous faire un récit normal, ce qui est plus sympa, ce qui est quand même sympa pour nous. Oui, il y a un côté où on ne raconte plus l'action, on est dans l'action. Oui. Ouais. Un peu comme, en fait, on rentre presque dans une palabre, c'est-à-dire c'est au moment où, quand Roland racontait Mégis, on avait les moments où on le voyait raconter et les moments où on le vivait avec lui. Et là, du coup, on se retrouve dans la scène. Ouais. Il fait une intro, en fait, à la suite. Oui, puis c'est hyper fluide en plus. Tu vois, tu passes quand même d'une narration à une autre et tu te poses pas trop la question, c'est fait assez naturellement. Mais King est très bon sur les dialogues, de toute façon, ça marche vraiment très bien. Ouais, mais il fait ça sur les fins de passage où il met 3 petits points et tu reprends la narration différemment, tu vois. Il y a un truc c'est un tunnel où tu rentres. Ouais, de transition, ouais, complètement. Quand les 4 loups arrivent, les 4 Falcons se tiennent sur la route à vouloir faire rempart de leur corps. Tout le monde attaque en même temps avec chacun ses armes. La tête d'Eamon explose avec un vif d'argent qui la percute de plein fouet. Molly tranche la tête d'un loup avec un orisa, mais se fait trancher le bras par un lumitrique quand elle essaye d'en sortir un deuxième de son sac, et elle est engloutie par les flammes qui a provoqué le bâton lumineux. Les 3 loups les dépassent puis font demi-tour. Pocky se fait tuer par un vif argent et Jamie se jette dans le fossé en faisant le mort. Et les 3 loups repartent vers l'est. Et quand Jamie se relève, il dégomme le vif argent qui restait et qui continue à le chercher. Et surtout, il s'approche du loup mort. Le masque fond avec une odeur de pourriture, mais il lui retire. Donc là, on re-switch
En fait, c'est marrant parce qu'en plus, même moi, j'ai pas mis les mêmes noms. Quand le vieux raconte, je mets le grand-père, mais quand il est jeune, je mets son prénom, c'est Jamie. Mais c'est parce que c'est comme ça que King l'a fait. En fait, tu comprends à quelle version de lui t'es en train d'avoir affaire. Complètement bien. Donc le grand-père a du mal à dire ce qu'il a vu. Il a peur. Il a été convaincu qu'en parler pourrait être très dangereux, ce qui sous-entend que quelqu'un de la Cala parle au loup. Le grand-père dévoile son secret en chuchotant à l'oreille d'Eddie. Un secret qui tient en 19 mots. Des mots qui éclaircissent tout pour Eddie. Tout à coup, tout est extrêmement logique et ils auraient dû s'en douter. Eddie va devoir raconter tout ça à Sondine et le vieux n'a plus peur. Il est même prêt à se défendre si les loups débarquent plus tôt pour se venger de lui. Trop bien. Putain, ça installe tellement de trucs. Ouais. La violence des loups, la violence de la baston, les armes qu'ils possèdent mais qui sont déjà ultra méta par rapport au reste. Mais ça, on en parlera. L'attaque des loups, c'est tellement de choses à dire Ouais. là-dessus. Mais là, du coup, on a passé la moitié du bouquin à ce stade-là. Donc, on est vraiment... en fait, on sait qu'il va y avoir une bataille. On est en train de montrer qu'est-ce qui se passe dans quel camp. Ouais. Et on a passé le cahier d'illustration. Ouais. Chapitre 7. Nocturne, la faim. La faim, F-A-I-M, comme affamé. Mia est de retour au château. Elle a faim, mais sa faim a changé. Elle est plus vorace, elle est dans la dernière ligne droite, ce qu'elle porte entre guillemets a besoin de prendre des forces pour achever sa métamorphose. Mais ce n'est pas forcément qu'elle doit manger plus, le sujet c'est surtout qu'elle doit trouver le bon aliment. C'est les fringales de femme enceinte, hein, c'est très spécifique. Ah oui, bah genre les bébés. Tu veux parler des grossesses de ton épouse ou comment ça se passe? Oh, il y a eu des... Je sais qu'il y a des trucs chelous, je les ai un peu oubliés. Il y a des traumas qui... Pas d'enfants, pas de rats. Non, ça va. Mais il y a eu des mélanges bizarres. Hein. J'ai souvenir de mélanges bizarres. Ah ouais, c'est marrant. Vraiment ? Alors, il y a eu un moment où elle avait envie de tu sais, les tourteaux fromagés, c'est des trucs que tu trouves en supermarché, c'est une espèce de gâteau complètement carbonisé par-dessus. Oui, j'adore. Il y a eu une phase je crois que c'était pour la grossesse du deuxième. Elle adorait ça, elle pouvait les bouffer que ça. On en a acheté, et on en a plus, franchement, depuis, on en a plus jamais racheté. Mais elle en a mangé pendant extrêmement longtemps pendant la grossesse. Ah, c'est marrant, c'est un des trucs de mon enfance, le tourteau, ouais. Jamais mangé ça. C'est assez bon. C'est sympa. C'est comme un gâteau, mais qui se garde au frais et qui est avec un goût, en fait, c'est un gâteau yaourt, tu vois, vu que c'est fromagé, mais ça a pas un goût de fromage, c'est un gâteau yaourt un peu frais. Avec une croûte épaisse en dessous et une croûte toute fine, très grillée au-dessus. Je te ferai goûter. Tu me montres Dark City, je te fais goûter un tourteau. On nous détaille quand même comment elle est habillée parce qu'on veut nous montrer aussi qu'elle est plus au même endroit, en fait. Donc, du coup, ça change et son décor et aussi, c'est plus, Susanna est, de toute façon, elle, plus habillée pareil. Elle est habillée d'un jean, d'un t-shirt blanc avec motif de cochon. Et on y reviendra, et de bottines pour la première fois. Donc elle déambule dans le château, qui n'a plus le banquet habituel, et elle est inconsciente d'être observée parce que nous on comprend à Jack, et ce sera confirmé plus tard que c'est Jack. Et dans le salon, les assiettes vides sont bleues, avec des motifs de pousses de riz qui forment les lettres ZN. Donc, toujours. Ça, évidemment, on les connaît. Et en fait, moi je me dis, si elle ne trouve pas à manger là, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de marais, et donc en effet, quand Susanna se promène, il y a vraiment rien à manger parce qu'elle est juste dans la cour d'une maison? Ouais, je me suis posé la même question et je suis arrivé un peu à cette conclusion en vrai, Mia peut pas imaginer autre chose, quoi, qu'elle voit rien, en fait. Elle a rien, elle voit rien, en fait. Ouais. C'est là où il y a l'erreur mais c'est page 361 du passage 1, c'est un peu loin, mais il y a l'erreur de double narration où elle tendit la main, attrapa le plat par les côtés, le tira à elle dans un petit souffle. Le sourire aux lèvres, c'était bien un rictus de douleur, pourtant pas totalement dénué d'humour. Ou bien Monsieur le Rat était un tantinet plus résistant à la chaleur, mais c'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Pardon. Là, on est dans la salle où elle voit un tableau d'Arthur l'aîné, avec autour du cou le cadavre de Saïta. Ouais. Un serpent qui l'a vaincu. Et moi, je l'avais annoté parce qu'on en avait parlé de cette légende. On l'avait évoqué quand Tréa, elle met autour du cou le cadavre de son serpent mort. Ouais. Effectivement. Ouais. On se disait pourquoi elle fait ça, machin et tout, et on avait trouvé cette référence-là à Arthur l'aîné. Ouais. Le petit gars murmure dans sa tête « l'eau fin ». Et comme par miracle, dans un des 4 fours, Mia trouve un rôti de porc, de la viande fraîche qui vient d'être cuite. Elle tue le rat, elle l'embroche,
Le rat qui avait décidé de faire du rôti son propre festin. Et on parle de rôti, mais c'est plutôt un cochon entier, oreilles et pommes dans la bouche, la totale, vraiment le cliché, le cochon sur la table, le sanglier sur la table d'Astérix et Obélix au banquet. C'est exactement ça. C'est vraiment... et c'est marrant parce qu'à un moment, elle l'a presque confondu avec un enfant. Et moi, là, j'étais plus tout à fait sûre de ce qu'elle avait tué et mangé. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Hein. Clairement. Non, en fait, surtout quand on sait que... Je crois qu'on dit... on sait des cannibales et d'autres expériences qui sont éthiquement discutables que la viande humaine aurait un goût de cochon. Donc, il y a aussi ce truc-là. On sait que les cris des cochons, ça fait penser à des cris de bébé et tout, et Eddie aura ce doute-là aussi. Mais moi, je sais plus si c'est Stephen King ou si c'est dans Lovecraft que souvent, quand il y a des histoires de cannibales, il parle de longs cochons, justement pour décrire les cadavres qui ont été mangés. Ouais. Et donc, sous l'œil observateur de Jake, qui se tient à la porte sans même essayer de se cacher, elle dévore. Mia est inquiète. Comment fera-t-elle pour trouver à manger les prochaines fois? Et comment trouvera-t-elle ce dont elle a besoin? Le porc est proche, mais pas suffisamment. Tu dis, ok, donc si c'est proche... Ouais, clairement. C'est ça dont on a besoin. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là, effectivement, où elle dit « L'eau fin hurla-t-elle, riant aux éclats, tandis qu'elle ouvrait, puis refermait tous les tiroirs à la volée. » Et derrière, t'as passage à la ligne et encore quelqu'un qui parle, mais c'est toujours elle, en fait. La Mia, v'là une dame qui a bien faim, ça oui, monsieur. Elle n'est pas allée à la mourchouse. Et en fait, je sais pas si... y a un truc bizarre. Dans la version anglaise, c'est pareil, c'est un paragraphe entier où ils citent les gens, mais ils mettent pas à la ligne. Du coup, je pense que ils ont pensé qu'il y avait une autre personne. Après, on peut considérer qu'il y a une autre personne, parce que le Lofin, c'est l'enfant qui parle, plus ou moins. Donc, c'est sa façon à l'exprimer à elle, à travers... l'enfant qui s'exprime à travers la voix de Mia, mais c'est quand même que elle qui parle, quoi. Oui, parce qu'elle le porte pas en plus, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est l'enfant qui est dans le ventre de Susanna va communiquer avec Mia et Mia est pas, elle est aux commandes de Susanna, mais elle est pas vraiment dans Susanna. Donc il y a ce truc où ils peuvent réellement avoir un dialogue, je pense, à un certain moment. Et ça montre aussi le fait que là on en soit au fait que il est presque en train de formuler des phrases. Ça montre qu'il est développé, qu'il est en effet dans la dernière ligne droite, et il y a une espèce d'imminence de ce qui va se passer pour Susanna. Ouais. Mais Mia fait une pause dans son copieux repas et s'attarde sur son t-shirt. C'est un t-shirt du Cochon du Sud qui fait les meilleures côtes de bœuf de New York d'après le Gourmet Magazine. Il y a l'adresse aussi. Et si elle doit la trouver pour nourrir le petit gars, elle la trouvera. Ouais. Vraiment une façon de nous planter ce que c'est le Dixie Pig, vraiment, quoi. Ouais. Voilà, j'ai besoin de viande humaine, où est-ce que je pourrais aller? Oh, regarde ce truc qui vend des cochons. Mais oui, mais voilà. Bien sûr. Le foutu cas. Eddie et Susanna ont monté un beau bar à Tian et Zélia pour qu'ils dorment sous la grange et pas dans une chambre. Et ça, j'ai pas compris pourquoi ils voulaient dormir à l'extérieur et pas à l'intérieur. En fait, je me suis demandé si c'est Susanna qui les convainc, et je me suis pas demandé si inconsciemment elle savait qu'elle allait avoir besoin de sortir pour manger. Ouais. Et du coup, elle a essayé de les convaincre pour dire j'ai pas envie d'être dans la maison, sortir, faire du bruit, risquer quelque chose, quoi, tu vois. Et donc, si elle sait qu'elle est dehors dans la grange, quoi, elle a un accès plus simple et elle va pas déranger les gens. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'elle essaye de... Pour moi, c'est un peu implicite elle est inconsciemment ou inconsciemment, elle a besoin d'être dehors pour savoir que Mia puisse sortir facilement. Alors qu'on savait qu'elle avait kiffé sa nuit avec Eddie pour la première fois dans une chambre et tout. Donc c'est... Ouais. Et dans la nuit, Eddie se rend compte que Suze n'est plus là. Elle est en bas, puisqu'ils dorment dans la mezzanine, dans la cour. Elle cherche on ne sait pas quoi, mais il voit que ce n'est pas vraiment Susanna, c'est Mia. Eddie ne fait rien, il attend et profite de ce temps pour préparer d'éventuels autres mensonges pour la couvrir. Ouais. Mia revient à la grange, plus décidée, et après 5 minutes interminables de silence, elle tue un porcelet, ce qui fait penser à Eddie au cri d'un enfant. Alors quand Mia revient se coucher sans aux lèvres, Eddie espère qu'elle ne se fera pas griller, que les jumeaux sont encore vivants, que Mia a bien caché les restes du porcelet et que le proprio pensera qu'il a été emporté par un renard ou un chat sauvage. J'aime bien la référence à la rose quand ils sont allés à Dash, où il dit en fait inconsciemment Susanna voulait pas s'approcher de la rose parce qu'elle savait que ça pouvait blesser le petit. Et en fait, il y a un truc de revenir à se dire, bah, du coup, c'est quoi la rose? C'est quoi la tour? Tu vois? De se dire,
Est-ce que finalement c'est vraiment le symbole du blanc qui fait que le mal peut pas s'en approcher? C'est peut-être pour ça que le roi cramoisi il essaie de détruire ça en fait, le symbole qui est l'ennemi en fait. Et juste après ça, il y a Eddie qui se fait une réflexion sur le fait que la souffrance, bon Dieu, la mort, oui, quasiment la mort, il avait failli se faire arracher la tête par les homards Stroy. Voilà. Les grands crabes, là. Ah, ça a coupé quand je l'ai dit. C'est Data qui m'a livré aux bestioles, et là, ce n'est pas Data. En fait, il se remet en question sur comment il va vivre avec l'image de... Là encore, c'est la femme qui fait des trucs crado, qui possiblement un jour va bouffer un gosse parce que Mia a besoin de le faire. Et il essaye de se convaincre, enfin, il se convainc, ou du moins, il conscientise le fait de c'est pas Susanna, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas Susanna. Et comme il s'est convaincu, du moins, il a conscientisé correctement le fait de dire c'est Data qui m'a livré au monstre. C'est pas Susanna, c'est pas la femme que j'aime. Et il y a un truc très dur. Et en fait, je m'étais jamais dit comment tu passes ça. En fait, demain, la personne que t'aimes est habitée, entre guillemets, par une autre personne et te fait le plus mal du monde et essaie de te tuer. Comment tu passes ça, de dire c'est ce corps, mais c'est pas la même personne? En fait, c'est un vrai sujet en psychologie de la responsabilité pour les troubles de la personnalité multiple, tu vois. Et il y a ça, et il y a aussi sur les personnes qui sont sous emprise, qu'elle soit chimique ou autre. Et il y a aussi le sujet qui a été soulevé par Sévérance, qui est on peut discuter 1000 fois dans Sévérance de est-ce que c'est trompé ou pas trompé, du coup, tu vois, c'est pas la même personne. C'est pas trompé, putain. Oui, mais c'est quand même toi. Oui, mais c'est pas toi. Mais c'est quand même pas toi. C'est une version de toi. Et tu vois, et en fait, c'est impossible à résoudre. C'est impossible à résoudre. Ouais, c'est... Mais c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Et c'est assez précurseur, même. Ouais. De son côté, Jake se réveille en sursaut et en panique, perdu. Il met du temps à réaliser qu'il est dans une tente avec son copain Benny Slightman. Jake se souvient de son rêve et lui, il voyait tout comme Mia le voyait, puisqu'il a vu Susanna dans un château abandonné empaler un rat. Et en fait, il sait que c'est pas un rêve. Il va falloir en parler à Roland, mais il comprend tout seul et tout de suite que Roland sait déjà et qu'Eddie aussi. Et en fait, au tout début du passage avec Susanna, quand on voyait Jake, je me disais pourquoi il se cache pas. Et en fait, il se cachait pas parce que quand Roland suivait Susanna, on était du point de vue de Roland éveillé, donc il voyait pas ce qu'elle voyait. Et là, Jake, il voyait ce qu'elle voyait parce qu'il se tient dans la porte, il voit exactement ce que nous on voit. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il faisait un rêve en fait, et où il était pas en train de l'espionner réellement. Oui, et en fait, elle se retourne sur lui, elle le voit pas. Il précise. Oui. Elle devrait le voir parce qu'elle regarde dans cette direction. Et en fait, il est caché derrière des rideaux quand même. C'était pas complètement invisible. Il se tient non, quand il elle est est dans la cuisine. Ouais. Putain, ouais, il est dans l'entrée de la porte en fait. Ouais, il est vraiment. Et même, je crois qu'elle regarde un reflet et elle le voit pas dans le reflet. Il y a un truc comme ça. Okay. Parce qu'il se tape la creuse dans son rêve, mais il y a que lui qui sait qu'il est là. Ah oui, c'est le Shining. Ouais. Ah, 100%. Ou le touch, je sais pas. Je pensais que ça allait vous trigger. J'étais pas mécontent de moi, en fait. Il parle aussi de... Vas-y. Non, je voulais faire une digression de... en fait, on parle de Shining, et moi, Shining, du coup, en ce moment, ça me fait penser à Dick Halloran, qui est le personnage dans Shining qui apprend au petit Jack Torrance ce que c'est le Shining et comment le maîtriser et comment l'appeler. Dans la suite Dr. Sleep, on comprend ce que Dick Halloran a fait de son Shining avec son histoire de palais mental et tout. Et en fait, Dick Halloran est présent dans ça. En tout cas, il est cité dans ça parce que c'est lui qui permet de sauver des gens dans un incendie. Dont le père de Mike Hanlon, Mike Hanlon dit, le grand-père de Mike Hanlon dit, ah là là, j'ai été sauvé d'un incendie grâce à un collègue militaire qui s'appelait Dick Halloran et qui avait un don de voyance. Tu fais, ok, donc c'est le Shining de Dick Halloran. Et en fait, la série, Bienvenue à Derry, qui est en ce moment sur HBO Max, explore très très bien la partie Shining selon King et tout ce qu'on sait de Dick Halloran dans Dr. Sleep, en le mettant beaucoup plus présent que ce qu'il n'est a priori dans la tête de King
Shining dans les événements de ça dans les années 60, mais qui apporte des choses assez intéressantes, en tout cas en termes de qu'est-ce que le Shining et qu'est-ce que ça implique quand, en effet, on peut voir peut-être un bout du futur, ou avoir une espèce de préscience et voir des morts, tout ça. Pour ça, elle est bien faite. Il y a plein de niveaux auxquels elle est critiquable et plein d'arcs qu'ils ont fait où moi je suis pas d'accord et je trouve que ça colle pas avec les choses telles que King les a pensées. Je trouve que pour le Shining, ça marche plutôt bien. Donc je vous conseille quand même Bienvenue à Derry, c'est toujours intéressant de voir ce que font les gens en essayant d'expliquer des univers et en repartant de théories de fans aussi qui pour la plupart fonctionnent en réalité. Ouais. Grand Paul, je pense que ton micro est coupé. Mais je disais, il y a en plus de bonnes scènes bien gore, c'est sale. Ah ouais, alors ça c'est très sale. Ils sont plaisir, on voit que c'est de la télé et pas du cinéma. Tu voulais dire quelque chose, Steph? Pardon. Je parlais juste que Jake parlait de Camille, donc c'était les gens qui avaient dans le cathète, les Camille. Oui, ok. Jack passe de terreur à tristesse. Ils ont perdu leur unité. Susanna est possédée par un truc. Roland le sait mais ne veut pas qu'elle le sache. Et Jack est fatigué du « ils savent mieux parce que ce sont des adultes ». Il en a connu des adultes qui faisaient n'importe quoi. Ses parents en l'occurrence. Pour Jack, ils ne forment plus un cathète. Jack sait que Roland leur cache quelque chose d'autre, à eux tous, et c'est pas désunis comme ça qu'ils pourront battre les loups. Là, on est sur le pouvoir de l'amitié, quoi. Vraiment. Bah, il y a un truc de, on sait quand le cathète est brisé que quand il y a des secrets, on sait que le cathète est brisé. Et si le cathète est brisé, il peut plus rouler là où il veut. Enfin, il peut plus avancer là où il doit aller. Il peut plus rouler. Il explique avec la il explique avec la métaphore de la roue en fait. Ouais. En disant une roue est dégonflée que en bas en fait. Elle est plate que en bas. Et je trouve ça intéressant de l'amener là parce que ça fait un moment qu'on en parle de pourquoi ils commencent à avoir des secrets alors qu'ils sont censés tout partager. Et en fait, il y a un truc il y a un doute. Je mets des guillemets sur le doute, sur le fait qu'ils puissent réussir la mission, ne serait-ce que de se défendre de la part des loups sans perte, sans problématique, parce que le cathète ne tient plus en fait. Il est déjà brisé. Et je crois que ça a une importance pour de mémoire pour la suite. C'est un tournant en fait que Jake se dise, faut que je parle à Roland en fait de ça. En effet, en fait, il étudie ses options. Raconter à Susanna, affronter Roland et terminer à tonne foudre avec Hot qui le suivrait. Et j'adore que l'avenir du petit bafouilleux, s'il échoue contre son dieu, en fait, il se dit, je vais faire un duel comme Roland a fait avec Cort. Sauf qu'évidemment que je vais perdre, je vais être envoyé à tonne foudre. Et le pire, c'est que Hot, il va vouloir me suivre et que ça va mal se passer pour lui. Et tu te dis, ça rentre dans ses calculs. Évidemment que ça rentre dans ses calculs. Et c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et il en vient quand même à la conclusion qu'il va parler à Roland, lui dire qu'il se trompe, mais à ce moment-là, Hot vient le chercher. Ouais. J'adore parce qu'il le prend et lui, tu sais, bien sûr. Du bout du museau, il lui pince la main en mode je te tiens la main et je t'emmène là où je veux t'emmener, quoi. Il y a des chiens qui font ça pour te guider à des endroits. Près du fleuve, loin de tout et de tout le monde, sous la lumière de la lune, il voit Andy discuter avec Slackman, le père de Benny. Et à la fin de la discussion, au lieu de rentrer chez lui, le père de Benny part à l'est, en direction a priori de rien du tout, à part le désert. Ouais. Jake est triste. Ça pue. Ouais, et Jake est trop triste et il me fend trop le cœur dans ce chapitre. Il est triste parce que son amie Susanna, elle a un secret, elle va pas bien et machin. Il est triste parce que le père de son ami Benny, il a un secret et il va causer des problèmes. Roland, il fait aussi des cachotteries, tout ça. Et en fait, il se dit que ces cachotteries-là vont lui faire perdre tout le monde. Et en fait, il y a une espèce de retour à la réalité. Et là, en fait, il a passé une journée d'enfant. Et là, il réalise que c'est plus un enfant. Et que le temps d'être enfant, il est terminé pour Jack. Et ça me brise le cœur pour lui. Ouais, et quelque part, il se retrouve dans la situation où il était quand il était avec ses parents, quoi. Tout le monde autour de lui lui fait des cachotteries, ne le considère pas comme un membre, du coup, maintenant du cathète et pas de la famille. Enfin, c'est vraiment horrible. Ouais, c'est ce qu'il dit en disant si les adultes savaient vraiment faire les choses, ils fumeraient pas des paquets de clopes et se drogueraient pas. Si les adultes avaient raison, en fait. Tu vois. Il dit en fait les adultes ont pas toujours raison, donc je peux parler à Roland, en fait. Oui, et en fait le chapitre finit comme ça où il se demande s'il faut en parler à Roland. Il se demande s'il doit en parler à Roland, et en fait là, ça se conclut sur le fait qu'il en a absolument aucune idée. Ouais, bien sûr. Et ça, tu vois, je trouve que ça sera un des défis de l'adaptation de. Pour moi, c'est un chapitre clé, parce qu'on est vraiment sur une bascule et sur un élément central, sauf que c'est 100% du dialogue interne. Et
Et ça va être compliqué. En fait, c'est là où tu peux pas être 100% fidèle et que t'es obligé d'aller amener soit des personnages ou soit d'autres trucs pour faire dire à Jake ce qu'il ressent là. Tu peux pas juste le jouer, en fait. C'est pas possible. Ah si, il peut parler à haute. Il peut le jouer, mais voilà, il y aura une voix off, une façon d'exprimer à haute voix, c'est ce qu'il ressent, quoi. À haute voix. Bah, en vrai, c'est un peu ce qui se passe quand Haute lui dit non. Tu vois, Oui, c'est vrai, Haute dit non, ouais. Donc c'est un peu ça, en fait. Oui. Parce que Haute lit dans les pensées de Jake. Parce que ils sont mais il fait des partie du cathète. Il partage le kef, lui aussi. Bien sûr. Évidemment. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces 4 chapitres? Ils sont trop bien. C'est trop bien. J'adore la construction de tout ce qui va se passer, la mise en place. Oui, et là, en fait, on a eu 4 chapitres, mais on a eu 4 arcs différents. On a Callan qui raconte, et puis on a Roland avec Jake chez les j'ai plus le nom là, chez les chez les Slackman, et puis on a Eddie et Susanna chez les Jeffords, et puis on a Jake chez les Slackman, mais qui vit encore autre chose. Ouais. Très bien. La prochaine fois, nous terminerons cette partie 2 avec les chapitres 8 et 9. Donc, ça veut dire on a vraiment passé la moitié parce que il nous reste 4 épisodes sur les loups de la Cala. 4 après, ah oui, 4, parce qu'après on a un... En fait, 2, 3, l'épisode de janvier, ça sera partie 2, chapitres 8 et 9. L'épisode de février, ça sera partie 3, chapitres 1 et 2. En mars, c'est partie 3, chapitres 3 à 5. Ouais. Et en avril, on conclut, c'est chapitres 6, 7, épilogue. Note post-face. La totale. Ouais, 6-7, c'est la baston, en plus. Hein. Ouais. C'est ouf, c'est vraiment à la fin, quoi. Il n'y a aucun doute, c'est marrant. Oui, un peu comme la fin du tome 3, où c'est en mode, ok, bon, bah, viens, on l'a fait, t'ajoutes de devinettes. Enfin, tu fais quoi? Quand il est où le chapitre? Il manque un truc à mon bouquin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Pourquoi? Bah là, ça finit vraiment, pour le coup. C'est le gros cliffhanger, ça finit, mais avec Susanna qui disparaît, tu vois. Regarde. Quoi? Je m'en souviens pas de ça. C'est pas cool. La bataille, elle est terminée. Oh là là, quelle nouvelle aventure nous réserve ce nouveau tome. Tu vois, non, il y a quand même de gros mystères qui restent en suspens. Ouais. Bah voilà, écoutez, si vous avez rien à ajouter, on va conclure. J'ai hâte de voir Callan qui se rend compte qu'il est dans un bouquin. Oui. C'est après, là, je crois, d'ailleurs. T'es sûr? Oui, il croise il prend un bouquin qui s'appelle Salem. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas. Ah oui, c'est dans la. Ah oui. Oh oui, ok, c'est bon, ça. Dans la grotte. Ouais. Il y a Eddie qui ramène des bouquins. Ça me. Quoi, ce bouquin je sais plus à quel chapitre c'est exactement, mais. Je crois. Ouais, j'ai un doute. Moi, j'avais l'impression que ça se passait plus tard dans le bouquin suivant, mais en fait, non, vous avez raison. Non, c'est ça. C'est sûr et certain, ça. Oui, parce qu'on nous a déjà préparé le fait qu'il y avait une grotte, machin, donc... oui. La fameuse grotte avec le Nahan. Exactement. C'est pas Nahan? Nahar. Je sais plus. Nahar. Il n'y a pas de H. Très bien, merci messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux, venez parler sur Discord, vous pouvez nous poser des questions, nous donner vos théories, vos avis en commentaire, YouTube, Spotify, Discord, les réseaux sociaux, tout ça. Cet épisode est évidemment accessible sur toutes les plateformes, vous le savez, sur YouTube, vous l'écoutez où vous voulez. Toutes les infos sur stephenkingfrance.fr et je vous souhaite à toutes et à tous et à vous deux messieurs que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Et le double du compte pour vous. Le double. Le double, c'est quoi le double de compte. Où est ma piste? Elle est là. Où est ma piste? Où est ma piste? C'est ça le terme. T'as un truc à dire, Zef, sur le point 4 ou pas? C'est pour pas que tu prennes trop de retard, parce que je veux que tu regardes non, c'est bon. dans un bouquin.
Non, parce que je changeais de cahier de notes. J'avais fini le précédent. En fait, je pensais que tu cherchais des infos et je voulais pas avancer. Non, j'ouvrais mon 4e carnet de notes. Félicitations pour ce 4e carnet. Écoute, tout écrit à la mano.